la juste distance. Il y a eu des événements à Amchaman dernièrement qui ont mis le sujet sur le tapis, donc je me suis dit que c'était le bon moment d'en parler. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Mana et je viens. Oui, Mathilde, j'ai des bois. Je viens de la communauté bouddhiste, entre autres de Thich Nhat Hanh, dans laquelle la juste place, la juste distance, la juste pensée, la juste parole, le juste acte sont au cœur de la pratique. Donc, la semaine dernière, on a parlé de la posture de responsabilité personnelle, qui est la juste posture. Et donc, plutôt que de la bonne posture, et donc on va parler de la juste distance, qui est non pas la bonne distance, mais la juste distance. Il y a une grosse différence entre être une bonne personne et une personne juste. Il y a une différence entre être à bonne distance et être à la juste distance, être à la bonne place ou à la juste place, et que ce que je transmets, ce que j'enseigne, c'est la juste place, juste pensée, juste action, juste réflexion, juste posture, et non pas la bonne. Donc on cherche à aucun moment à devenir des bonnes personnes, mais des personnes justes. Voilà. Donc la juste distance. Donc la juste distance, comme je voulais dire, ça vient des transmissions et des enseignements que j'ai reçus au, au cœur du monastère de la Maison de l'Inspire, qui est le village des Pruniers à côté de Paris, l'annexe du village des Pruniers à côté de Paris, où j'ai passé quelques années. J'ai passé la plupart de mon temps pendant quelques années dans cet endroit, et j'ai reçu dans ce monastère des enseignements à la valeur inestimable, non pas euh, à une valeur qui n'en a pas, mais une valeur inestimable qui est pour moi de l'ordre du patrimoine universel. Donc j'essaye tant bien que mal de le transmettre et de rester sur cette droite ligne. Et effectivement, la juste distance, c'est un espace qui demande à être vraiment transmis. Je vais vous donner, par exemple, on me reproche souvent, dans mes pratiques, d'être distante, de pas être très au contact, et d'effectivement de laisser une certaine distance entre les participants au stage et moi. Donc dernièrement, j'ai reçu un message qui me disait: «Oui, tu fais plus de bisous maintenant dans les stages, et c'est mieux». Non, c'est pas mieux en fait. Et que, non, je ne suis pas distante, je suis à la juste distance. Parce que pour pouvoir intervenir et pour pouvoir garder ma place et pour pouvoir avoir des leviers, j'ai besoin d'avoir une distance qui me permette, d'avoir des leviers justement, et d'avoir, accès à des espaces de l'autre et de moi qui disparaissent quand, on rentre heu, dans la fusion, et que pour beaucoup, ce que l'on appelle la relation, c'est pas de la relation, c'est de la fusion. Et on m'a fait la remarque dernièrement sur, «Oui, tout va très bien sauf quand je me mets en couple». Ah bah oui, quand je me mets en couple, la juste distance explose, et plus on est proche, plus on est intime avec quelqu'un, plus il est difficile de trouver la juste distance. Et je répète, la juste distance n'est pas la bonne distance. On peut être à bonne distance, mais pas à juste distance. Et quelle est la juste distance? La juste distance, c'est ce que j'ai besoin et ce qui respecte ce que je suis, et ce qui me permet d'être dans un espace-temps qui me convient, et dans des limites qui me conviennent. Euh, donc par rapport à à cette demande des participants d'avoir plus de contact avec moi, je vais répondre non, encore et encore, non. Parce que là où vous pensez gagner en distance en vous rapprochant de moi, en réalité, vous perdez en levier que j'ai pour vous accompagner et pour vous aider. Et que pour pouvoir avoir ces leviers, pour que je puisse être en support de projection
suffisamment aligné pour vous rendre l'appareil et vous permettre, vous, de grandir et de vous exprimer. Si je trop proche, vous n'avez plus la place. Il y a des moments où effectivement, c'est la fin du stage. Il y a des personnes qui sont, dont les risques d'accroche sont moins importants, donc avec qui je peux me permettre d'être en distance. Mais je ne suis amie avec personne des participants au stage, même avec mon équipe. Mon équipe, c'est pas des amis, c'est mon équipe. Donc effectivement, je leur fais rarement la bise. On se dit bonjour, on est dans des espaces cordiaux, mais je leur laisse la place d'être ce qu'elles sont et je leur demande de me laisser la place d'être qui je suis. Je vais allumer la lumière. Et moi, je vais essayer pour avoir un peu plus de lumière, parce que là, j'ai la lumière naturelle. On va voir si c'est mieux. Hop. Un tout petit peu plus d'éclairage, dans les yeux en tout cas. Donc, est-ce que ça m'intéresse un peu d'avoir des questionnements de votre part sur justement le principe de la juste distance qui n'est pas la bonne distance, qui est la juste distance qui me respecte et qui respecte l'autre et qui respecte son besoin et mon besoin en l'instant T. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en capacité de t'embrasser et d'être très proche de toi que je le suis dans 5 minutes ou que je le serai demain. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, je viens de la tradition et du monastère de Thich Nhat Hanh. Et Thich Nhat Hanh s'est rendu compte en vivant en France et en Occident qu'on était très tactile et que les gens avaient tendance à dépasser les limites et qu'ils avaient besoin de contact et qui mettaient les moines et les moniales en danger avec cette distance, parce que c'était compliqué de garder la juste distance avec des personnes qui cherchent constamment à vous embrasser, à vous serrer fort, sans qu'il y ait de conscience. Et donc, Thich Nhat Hanh a créé une méditation spécifique pour répondre aux besoins des Occidentaux et pour répondre aux besoins des Français et pour répondre aux besoins des personnes qui venaient au village des Pruniers, qui s'appelle la méditation de l'étreinte, qui est je prends un temps pour respirer, je prends l'autre dans mes bras, je fais tant de respiration et ensuite je me retire. Donc Thich Nhat Hanh a été obligé de créer une méditation spécifique pour permettre aux personnes d'être dans le contact sans pour autant rompre la juste distance. Et je rentre dans ton espace en ayant pris contact et la respiration avec moi-même, en me respectant. On échange notre espace et en fait, après, je repars derrière. La juste distance, elle est d'autant plus importante quand on est guide et qu'on accompagne des gens, quand on est cadre et qu'on accompagne des gens, et que la place qu'on représente et ce que l'on représente est un support de projection extrêmement important, et que pour sécuriser tout le monde, on doit savoir garder sa juste place et sa juste distance avec l'autre. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je m'emballe. C'est un sujet, c'est un sujet important. Du coup, effectivement, il y a beaucoup à dire et il y a pas mal d'axes différents possibles sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent venir en live pour me poser une question en direct? Et bonsoir Alexandre, que je viens de comprendre que c'était toi. Donc, il n'y a pas de questions. Ah, Maureen me demande, quelle est la boussole pour savoir si on est dans la juste distance? La boussole, c'est soi, en fait. C'est de toujours sentir qu'on est à l'intérieur de soi et qu'on n'est pas embarqué chez l'autre. Et ça demande un travail de conscience important, effectivement, mais déjà se poser la question de se dire, est-ce que je suis à la bonne distance? Déjà, c'est déjà énorme.
Parce que la plupart des gens ne se posent pas la question de savoir est-ce que je suis à la bonne distance de cette personne par rapport à la place que j'ai dans sa vie et par rapport au lien qu'on a. Est-ce que je suis à la bonne distance? Est-ce que ça respecte les règles relationnelles qu'on a mis et les accords qu'on a entre nous? Donc la boussole, c'est moi. Est-ce que je suis toujours centrée et ancrée chez moi? À partir du moment où je ne commence à être plus chez moi, mais chez l'autre, c'est-à-dire que je m'inquiète plus de l'état de l'autre et que je me suis perdue, en fait, à partir du moment où je sens que je me suis perdue, c'est que la juste distance a été rompue, en réalité. Donc, il y a la question, la deuxième question, les enjeux restent énergétiques seulement? Non, les enjeux ne sont pas énergétiques, ils sont au niveau de la projection. Parce qu'on est toujours dans une projection. Il faut savoir que l'autre et ce que je vois de l'autre n'est toujours qu'une projection. Et que selon les problématiques qu'on a, selon les traumas qu'on a, il y a des projections qui sont des projections névrotiques en réalité. Et que si je garde pas la juste distance, ben je me perds dans la projection de l'autre ou je me perds dans ma propre projection et je n'ai plus de discernement. Donc c'est garder son discernement, garder son qualité d'être et aller à l'autre par l'intérieur de soi. C'est ce que j'enseigne tout le temps. Je vais à l'autre par l'intérieur de moi. Si je sors de moi pour aller à l'autre, déjà, c'est sûr que la juste distance ne sera pas respectée. Et de toute façon, je ne suis pas à l'autre, je suis dans la projection. Je vais prendre le cas de Cédric qui était à la journée intensive dimanche et qui a vécu ce contact à l'autre par l'intérieur de soi, c'est-à-dire que je lui ai proposé vraiment d'être dans l'expression extérieure, de rentrer à l'intérieur, et qu'il a été en connexion avec le groupe par l'intérieur de lui, et qu'effectivement peut-être que la juste distance passe par je me connecte moi et je vais à l'autre par l'intérieur de moi et non pas en sortant de moi. Et c'est ce qu'on fait 99% du temps, sortir de nous pour aller à l'autre en fait. Et que c'est un vrai réapprentissage de rester connecté à soi pour aller à l'autre et ne pas me perdre chez l'autre. Donc il y a Vanessa qui me demande si la distance n'éloigne-t-elle pas les humains? Bah, quelle distance en fait? Des fois, on est plus proche de certaines personnes qui sont très loin que des personnes qui sont à côté de nous. Donc moi, je parle bien de la juste distance, qui est une distance qui respecte et qui protège l'intégrité psychologique, émotionnelle et physique de moi et des autres personnes en fait. Et que peut-être que la juste distance passe au travers de ce filtre-là. Est-ce que je respecte l'intégrité physique, émotionnelle et intellectuelle de l'autre personne et surtout de moi avant tout? Et déjà, cette grosse question, est-ce que la distance avec laquelle je suis respecte ces trois choses? Déjà, si je me pose cette question, il y a de fortes chances que je me rende compte que non. Et déjà, en faisant ça, je prends une distance intérieure. C'est une distance intérieure. Et la distance qui éloigne les humains, c'est pas la connexion. La connexion intérieure est très proche. Souvent, la distance est une distance mentale et de projection. Et quand je suis en l'autre par rapport à la projection, ça peut être très éloigné. Donc non, la juste distance rapproche. Parce que la juste distance, elle est saine. Elle est non toxique. Et c'est pas un hameçon à Cartman. Donc la semaine dernière, j'expliquais que la posture de la responsabilité individuelle, qui est la juste posture, c'est ce qui permet de sortir de Cartman. Mais ça, la juste distance aussi, c'est une deuxième manière de ne pas se laisser avoir par des hameçons. La juste distance. Est-ce que ça respecte l'intégrité, mon intégrité, l'intégrité psychologique, émotionnelle et physique de l'autre et de moi-même? Il y a quelqu'un qui me dit peut-être que le besoin de se retrouver soi est dans le partage et donc le besoin du groupe en partage et communion. Oui, si dans un groupe, tout le monde respecte la juste distance, c'est-à-dire l'intégrité psychologique, émotionnelle et physique de l'autre et de soi, je le sais puisqu'on le vit très profondément dans tous les stages, âme chaman, justement le respect de cette distance-là, la communion est encore plus profonde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des règles à respecter extrêmement importantes, parce que l'important c'est de rester en sécurité. Et que si
dans un groupe de personnes qui respectent la juste distance et qui sont dans ce besoin de partage par le profond en respectant l'intégrité de l'autre, il y en a un ou deux ou trois qui ne respectent pas ça, ça met en danger tout le reste en fait. Ça met en danger l'équilibre du groupe. Soit on plonge tous dans la communion au même endroit, dans le respect de l'intégrité psychologique, émotionnelle et physique de l'autre, soit personne, mais pas... le plus dangereux, c'est les personnes qui rentrent dans un groupe, qui respectent ça et qui eux-mêmes ne le respectent pas. Parce que là, il y a un vrai danger en réalité. Et il est de la responsabilité de chacun de remettre cette personne dans le droit chemin en réalité, quoi. Donc Estelle me demande, est-ce de rentrer en conscience avec l'autre et donc sans attente, acceptation, refus de l'autre lui appartient? Oui, minimum. Oui. Rentrer en conscience avec l'autre, on rentre pas en conscience avec l'autre. On est en conscience avec soi et donc on va à l'autre par la conscience, par notre conscience intérieure de nous-mêmes. Et ça rentre vraiment par si j'ai conscience de moi, si je me pose la question quand je vais à l'autre de est-ce que je respecte mon intégrité globale? Je respecte mon intention est juste, et que j'ai conscience qu'il y a des parts de moi qui sont manipulatrices et qui veulent mettre des hameçons de Cartman et ramener des gens et essayer de ramener des gens, les accrocher, les fameux atomes crochus. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup cette expression. J'ai des atomes crochus avec cette personne. Oui, ça s'appelle des atomes, des attaches névrotiques. Donc quand vous avez des atomes crochus avec quelqu'un, c'est qu'en réalité, inconsciemment, il y a des attaches névrotiques et donc il y a des espaces de pouvoir installer un triangle dramatique pour récupérer de l'énergie et traiter des choses dans la non-conscience. L'objectif, c'est de mettre à la conscience. Si je suis dans la conscience de moi et que je vais à l'autre par la conscience de moi, je suis dans la juste distance, la juste posture et la juste intention. Ça va avec juste posture, juste intention, et donc juste attente. Si j'ai conscience de mes attentes, je suis dans une juste attente. Si je n'ai pas conscience, je vais à l'autre comme un bulldozer. Je ne sais pas pourquoi j'y vais, je ne sais pas qui y va et je ne sais pas comment j'y vais. Je dois toujours me poser la question. Au monastère, on avait cette question, qui est là? Qui est là? À l'instant présent, qui est là? Si je ne me pose pas cette question avant d'aller à l'autre, qui est là à ce moment-là? Je ne sais pas qui va à l'autre. Et ça peut être des parts de moi déjà qui sont dans le déni, dans le je n'ai pas conscience, et qui sont des parts de moi qui sont extrêmement toxiques. Parce que prétendre que nous ne sommes pas des personnes toxiques, c'est la porte ouverte à en être une de manière inconsciente et dans le déni. Donc il vaut mieux partir du principe que nous sommes des personnes toxiques, qu'il y a des parts de nous qui sont... et donc je prends le temps, avant d'aller à l'autre, de vérifier qui est là. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la juste posture, la juste distance, la juste intention, ou c'est une part de moi complètement dans le déni, qui est en train de foncer sur quelqu'un et qui va essayer de lui mettre le grappin dessus d'une manière ou d'une autre. 90% des cas, nous sommes cette personne toxique qui va à l'autre pour lui mettre le grappin dessus dans un total non-conscience de là où il se trouve. Donc la juste distance passe par qui est là. Je sais qui je suis à ce moment-là. Quand je prends quelqu'un dans mes bras, je sais qui je suis. Est-ce que je suis un être avide qui satisfait un besoin immédiat ou est-ce que je suis chez moi dans un échange de sentiments, d'affection, mais c'est un échange et c'est pas une prise de pouvoir parce que dans 90% des fois, on est en train d'essayer de faire une prise de pouvoir. Et nier ça, c'est se mentir à soi-même et c'est mentir à tout le monde. Arrêtez de penser que vous êtes des bonnes personnes parce que c'est faux. Et que si j'ai conscience que je ne suis pas une bonne personne et que je tiens compte, donc je m'occupe de mon ombre, ça c'est les fameux, les personnes qui sont dans la lumière, les gens qui sont les conscients, les très élevés qui sont dans la lumière. J'ai jamais vu quelqu'un de vraiment dans la lumière qui ne soit pas constamment en train de vérifier son ombre en fait. Les gens qui se disent dans la lumière, en fait, ils s'occupent pas de leur ombre et ils laissent ça au collectif. Donc, ayez conscience de votre ombre. Dans le bouddhisme, on dit bois ton thé, c'est-à-dire
je garde à côté de moi manas, et non pas mana, c'est-à-dire mon mental, l'espace d'ego qui est dans le déni, je le garde à côté de moi et je le garde à l'œil, jamais dans mon dos en fait. Je le garde à visu, constamment. Et je dois prendre conscience, si je veux être quelqu'un de conscient et non pas une bonne personne, si je veux être une personne juste, je dois savoir à tout instant qui je suis et ce que je fais. Alors on n'est pas Bouddha, hein. Bouddha c'était 100% du temps. Mais déjà, si on sait que à partir du moment où on ne le fait pas, on a quand même un gros pourcentage de chance d'être un vampire énergétique ou d'être en train d'essayer de mettre le grappin sur quelque chose ou sur quelqu'un, déjà, on met les freins en fait. Merci Nadège qui me dit explication magistrale et très claire. J'essaye parce que dans ma tête, là, c'est un peu le cosmos. J'ai tellement d'informations sur la juste distance. Ça a de l'implication sur tellement d'endroits. Et effectivement, c'est un des enseignements fondamentaux. Si tu ne sais pas qui tu es quand tu vas à l'autre, il y a danger systématiquement. Et qu'est-ce qui est en jeu, en fait? Et si je ne suis pas capable de me poser cette question et d'y répondre, je dois prendre le temps d'y répondre et si je ne suis pas capable, je vais voir quelqu'un, en fait. J'ai besoin de savoir qui je suis et quand je vais à l'autre. Nous sommes des êtres extrêmement névrosés, à plein d'endroits, extrêmement conditionnés. On a le contrôle sur rien. 85% des pensées, des actes des mots que l'on dit viennent de l'inconscient, sur lesquels on a zéro visibilité. Donc, la moindre des choses pour respecter l'intégrité de l'autre et de soi, c'est de s'arrêter et de se dire qui je suis tout de suite, en fait. Qui est là? Le fameux qui est là. Eva qui me dit ça sent déjà le replay pour seconde intégration. C'est possible. C'est possible. Alors, Flora me dit, si je sens qu'une personne avec qui je suis en interaction ne respecte pas mon intégrité psychologique, physique ou émotionnelle, comment réagir si l'autre personne n'est pas consciente de tout cela? C'est de ma responsabilité personnelle, juste posture, de respecter mon intégrité psychologique, physique ou émotionnelle. Si je me rends compte que l'autre n'est pas en capacité de respecter mon intégrité, c'est de ma responsabilité de de me protéger. Et donc cette personne n'est pas prête et c'est pas ta faute. C'est pas, il faut pas que. C'est, je ne suis pas en mesure de me respecter pour l'instant et j'ai besoin le temps et l'espace. Mon compagnon est footballeur et donc on a passé du temps à faire des équivalences entre la conscience et puis le temps de jeu en foot. Et dans les temps de jeu en foot, il y a le temps et l'espace. Et quand on met la pression, quand on est dans la pression, il faut gagner du temps et de l'espace. Et que s'offrir du temps et de l'espace, c'est la moindre des choses. Et si je sens que je ne suis pas respectée dans mon intégrité, c'est de ma responsabilité de mettre du temps et de l'espace entre moi et cette personne. Et ça ne veut pas dire que cette personne vous veut du mal, puisqu'on est dans le non-conscient. Mais vous ne pouvez rien faire face à la non-conscience de quelqu'un. Vous pouvez faire quelque chose pour vous. Donc c'est vous, je me respecte. Et si me respecter, c'est prendre de l'espace et du temps, je prends de l'espace et du temps. Et après, j'explique, effectivement, mes règles, c'est ça, ma façon de voir les choses, c'est comme ça, et tu as raison d'être ce que tu es comme tu es, mais moi, j'ai besoin de respecter mon intégrité dans sa globalité, quoi. Flore, si j'ai pas complètement répondu, je veux bien que tu me demandes des précisions sur cette information. Alors, Nathalie qui me dit: «J'ai déjà conscientisé cette juste distance, je prends ça comme une forme de respect de moi-même». Oui, bah, c'est vraiment le minimum. Le minimum de respect, c'est respecter son intégrité, faire respecter son intégrité personnelle. Et donc, c'est la juste distance qui nous permet de le faire, en fait. Et que on est culturellement dans un truc assez étrange comme cette histoire de en plus ça dépend des régions. On fait 2 bises, 3 bises, 4 bises. À Paris c'est 4 bises, hein. Et que moi en tant que femme par exemple, il m'arrive très souvent de serrer la main, hein, aux hommes par exemple. Waouh, c'est très très mal pris très souvent. C'est-à-dire comment ça, ça m'est déjà arrivé de leur dire non non mais moi je serre pas la main, je te fais la bise. Mais non en fait. Parce que c'est culturel. C'est culturel, mais moi, dans l'instant présent, je ne te connais pas, j'ai pas envie de te faire la bise. Je trouve ça extrêmement
invasif d'être aussi proche de quelqu'un que je ne connais pas, en réalité. Et il y a des moments où je suis effectivement énergétiquement en capacité de l'intégrer et de prendre un temps et de l'intégrer, et c'est OK après de faire ce qu'il faut, mais il y a des moments où non. Et là, il faut savoir dire non, en fait. Mais c'est loin d'être simple de repositionner la conscience, la juste distance et la juste posture. C'est loin d'être simple et c'est extrêmement compliqué. Dans un monde, 85% des gens qui sont en face de vous sont dans la non-conscience. Et vous, à partir du moment où vous vous positionnez dans la conscience, il va y avoir un décalage, forcément. Il va y avoir des moments où ça va frictionner. Mais c'est la responsabilité de qui? Alors, tout le monde est dans l'inconscience, donc soyons dans l'inconscience totale. J'ai eu une remarque qui m'a complètement sidérée par rapport à une situation. Je dis oui, mais bon, tout le monde fait comme ça, donc ça arrive plein de fois. Ça arrive plein de fois, donc on va le faire. Ça arrive, il y a plein de gens qui font n'importe quoi, donc on va faire n'importe quoi. C'est comme pendant quand on a accusé le gouvernement d'être dans un truc totalitaire, la réaction c'était la Chine. Ah ben oui, mais comparé à la Chine, ah ben c'est sûr que si on se compare au pire cauchemar, c'est-à-dire si on se compare au non-conscient total, si notre référence est la polarité négative, et ça pour ceux qui connaissent le tilt, vous savez, c'est-à-dire que si je prends comme exemple et comme référence le pire, évidemment, ça va toujours, hein. Alors moi, je défends la polarité positive. Je défends les idéaux à haute valeur. Du coup, ma référence, c'est, par exemple, dans une haute valeur de conscience, ça va être Bouddha. Ça va pas être la référence de la non-conscience absolue. Je ne sais même pas qui serait la référence du total et 100% non-conscient, quoi. Je vais prendre comme référence l'idéal des valeurs que j'incarne et pas ah ben il y a des gens qui font pire que moi, il y a des gens qui font n'importe quoi, donc pourquoi je ferais pas n'importe quoi? Ah bah oui, moi je défends des valeurs, donc je me positionne par rapport aux références qui incarnent ces valeurs-là et non pas par rapport aux références qui incarnent l'opposé de mes valeurs, qui est trop facile, c'est trop facile. Donc je sais même pas pourquoi je suis arrivée par là. La juste distance, oui, c'est un respect de soi-même. Donc, Nathalie, bonsoir Fabienne. On parle de la juste distance. Alors, on me dit, n'est-ce pas épuisant d'être dans cette vérification à permanence? Est-ce que l'on ne perd pas en spontanéité? Eh bien, bizarrement, on gagne en fait. Bizarrement, on gagne parce qu'il y a quelque chose de notre système qui va se retrouver en sécurité, qui va se sentir en sécurité. Et pour les gens qui me connaissent et qui me voient en stage, je suis quelqu'un d'extrêmement spontané. Et j'ai 5 ans d'âge mental, hein, c'est-à-dire que quand ça vient. Mais parce que quand on est dans la juste posture, justement, on est en sécurité. Le cadre, c'est pas un cadre qui empêche, c'est un cadre qui permet la créativité et de se sentir en sécurité. C'est toujours la même chose, la juste posture, la juste distance, c'est pour la sécurité. Parce qu'on part du principe que nous ne sommes pas des gens conscients et qu'on est potentiellement dangereux et que les autres sont potentiellement dangereux. Donc, c'est le truc, on dit, bah, est-ce que c'est fatigant? Donc, je vais rester dans la non-conscience. Mais vous vous rendez pas compte à quel point la non-conscience, elle est épuisante. À quel point c'est énergivore et à quel point vous passez votre temps à rétablir des situations qui auraient pu être évitées si vous aviez pris une seconde de conscience. Des fois, une seconde de conscience que tu ne prends pas, c'est 10 ans de bordel derrière, en fait. Et que ce qui est épuisant, c'est épuisant de réajuster son mental et de prendre le temps. Au début, c'est fatigant. Au début, c'est compliqué parce qu'on vient du non-conscient. Donc, le non-conscient, c'est des schémas répétitifs. Alors oui, ça nous prend 0 temps, hein, 0 effort. Mais par contre, les trucs qu'on doit mettre en place derrière, à faire face à toutes les situations et à résoudre tous les conflits qu'on met en œuvre à cause de ce non-conscient, si ça, c'est pas fatigant et si c'est pas épuisant, bah alors appelez-moi, je veux bien, je vous attends en fait. Clairement, j'attends qu'on vienne me dire, ah non, mais moi le non-conscient, c'est pas épuisant.
ah ben, si, c'est quand on est au point du déni où on considère que tout ce qui nous arrive, c'est la faute de l'autre, ah bah oui, là, c'est pas épuisant, c'est sûr, c'est la faute de l'autre. Donc là, c'est la manière qu'on trouve pour dire non, bah du coup, continuons le non-conscient et qui pour moi est la polarité positive, hein, continuons l'inconscience totale, c'est l'autre, c'est pas moi. Du coup, bah, j'ai pas besoin de faire d'efforts, d'être conscient, et puis ça n'est pas épuisant. Mais c'est épuisant de se plaindre des autres, en fait, finalement. C'est épuisant de ne pas être dans la créativité. C'est épuisant de ne pas être dans la légèreté de l'authenticité. Ça, c'est épuisant. Mais on s'en rend pas compte, on est dans le non-conscient. Donc, il y a un point de bascule au début. La conscience, ça a l'air extrêmement chiant, en fait. En réalité, oh là là, je vais arrêter d'accuser les autres. Oh, je vais être obligée de prendre ma responsabilité. Je dois être en conscience de moi à chaque instant. Ah, c'est épuisant. En faisant ça, je me connecte à ma source et en réalité, je suis dans une circulation énergétique hyper fluide et donc je suis plus en train de pomper dans mes réserves ou je suis plus en train d'essayer de chercher des autres personnes pour retirer de l'énergie. C'est-à-dire que je cherche plus une victime ou un sauveur, un bourreau ou pour pouvoir jouer et faire mumuse et récupérer de l'énergie en fait. Je deviens autonome, moi en fait. Et ça prend en réalité une seconde. Plus longtemps quand on traite plus profond. Ça me vient l'image. J'étais au monastère dans la cuisine, je passais. J'ai reçu les plus grands enseignements des moines et des moniales quand j'étais au monastère, quand j'étais avec eux dans la cuisine en fait. Ça m'arrivait régulièrement de me retrouver toute seule dans la cuisine avec 10 ou 15 moines et à boire le chocolat, à papoter. Et c'est vrai que là, les enseignements sont hyper riches. Et un jour, j'étais dans la cuisine en train de prendre un café, je sais plus, et je vois rentrer sœur Elisabeth. Par la porte d'entrée, et la cafetière était en face de la porte d'entrée. Sœur Elisabeth, c'était la sœur abbesse, sœur Yaknim. C'est elle qui m'a enseigné la, la relaxation manuelle en pleine conscience. Donc je suis diplômée. Et donc je la vois rentrer, moi j'étais au fond de la cuisine, j'étais assise, je la vois rentrer, se mettre devant la cafetière, se prendre dans les bras comme ça, et attendre. Et elle est restée longtemps quand même. Et du coup, au bout d'un moment, elle se retourne vers nous, et elle nous dit, quand je suis rentrée, j'ai eu une image d'un souvenir de moi en tant qu'enfant, et je me suis sentie très nostalgique de cette période-là, et donc je me suis donné ce que j'avais besoin à ce moment-là, c'est-à-dire de l'amour. Quand tu as vécu ça une fois et que tu as vécu ça en réalité, et voir quelqu'un activer ça, plutôt que de faire ce qu'on fait tous, hein, ah là je me sens nostalgique, j'ai quelque chose, je ferai ça plus tard, je vais me faire mon café, on verra plus tard. Qui à l'instant même où la chose vient, elle le prend en charge, elle l'accueille, elle l'embrasse. Ben, quand on a été effectivement témoin de ça une fois, ça devient difficile de se maintenir dans l'inconscience, hein, croyez-moi, parce que c'était magique. Et j'ai vécu ça à plein de fois, à plein d'endroits avec eux, effectivement, où j'ai vu ce qu'on appelle le bouddhisme appliqué, parce que la Sangha Thich Nhat Hanh et c'est un bouddhisme, ce qu'on appelle le bouddhisme appliqué. C'est pas des concepts, c'est comment j'applique les concepts bouddhistes dans la vraie vie. Bah c'est ça. Je me retrouve dans la machine à café, pendant 5 minutes, je me prends dans les bras parce que j'ai une montée de nostalgie, parce qu'à l'époque, je buvais du café au lait et que j'ai arrêté de boire du café au lait parce que j'ai pensé aux vaches et que je ne veux plus boire du lait de vache, mais c'est pas pour autant que j'ai pas des moments de nostalgie. Et donc, au moment où ça vient, je les prends en charge. C'est ma responsabilité de me donner le soutien dont j'ai besoin à ce moment-là, et je ne vais pas attendre de l'autre qui me donne, qui vienne prendre en charge ma tristesse et ma nostalgie de cette époque-là, parce que si je m'en occupe pas maintenant, c'est une certitude qu'à un moment donné, je vais le remettre sur le dos de quelqu'un sans m'en rendre compte en fait. C'est ça la responsabilité personnelle. Et effectivement, ça peut paraître épuisant au début, mais en réalité, ce qu'on récupère, et très rapidement, ça va très vite la conscience, il ne faut pas croire. Hein. Il suffit de décider que c'est le moment et décider que c'est hyper important pour que ça va très vite. Aussi vite que le non-conscient, en réalité. Alors, il y a Tali qui répond, ça devient automatique. Bah oui, ça devient automatique.
Donc, par rapport à la question, est-ce que c'est pas épuisant? On me dit, j'essaie d'être vraiment vigilante dans ce que je peux dire ou apporter aux autres, mais j'ai l'impression de plus être naturelle. Parce que c'est de la vigilance, c'est pas de la juste posture. C'est pas de la conscience, c'est de la vigilance. Et il y a une différence entre la conscience et la vigilance. Je suis bien placée pour le savoir, parce que étant faite ayant la métaconscience de développer chez moi pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées dans l'autre live, et que je continuerai d'expliquer plein de fois, dans mes stages, j'ai la métaconscience et j'ai développé pendant plusieurs années, en plus de la métaconscience, la vigilance. Parce que la sécurité est quelque chose de fondamental et dans mon éthique de pratique. Et du coup, vraiment être sûr que tout le monde était en sécurité. Donc, en plus de la métaconscience, j'avais mis la vigilance. C'est extrêmement énergivore, déjà. Et effectivement, ça m'avait enlevé de mes capacités parce qu'il y avait une part de mon énergie qui était dans la vigilance. Donc, ce que je t'invite, mais c'est très proche, hein, mais à partir du moment où on commence à se poser la question, la réponse, elle vient. Au lieu de mettre de la vigilance, de mettre de la conscience. Et il faut éviter de confondre conscience et vigilance. La vigilance, c'est est-ce que je vais dire, est-ce que je dois dire, c'est au moment où je parle, je suis chez moi. Et c'est pas est-ce que je dois dire ça ou est-ce qu'il faut que je suis chez moi et je m'écoute et je suis attentive à ce que au moment où je parle de chez moi et je sais qui est là. C'est pas je suis vigilant à éviter de dire des conneries, ça n'a rien à voir. Là, ce que j'entends, c'est je fais attention à rester une bonne personne. Je t'invite à accepter que tu n'es pas une bonne personne, que tu vas dire de la merde, que tu vas être blessante, mais du coup d'accepter, du coup d'être consciente de ça et de te regarder faire et quand on se regarde faire et qu'on accepte, il y a quelque chose qui s'aligne à l'intérieur et qui devient authentique et qui devient en lien immédiat avec justement la juste distance, le juste mot, la juste parole, la juste pensée. Je vais vous raconter quelque chose que je ne sais plus qui m'a parlé de ça, mais un psychiatre qui disait que un jour, il développait les pratiques autres, hein, la conscience, ça doit être avec quand j'étais dans les processus avec Jean-Yves Leloup, il développait justement autre chose, une autre métaconscience et une autre façon de pratiquer, il développait la conscience. Et donc, un jour, il a mis une baffe à un patient. Dire, le truc pour un psychiatre, c'est mais juste impossible. C'est inenvisageable. Mais là où il était, puisqu'il était sur les processus de juste personne, juste place, ce patient lui a dit vous m'avez sauvé la vie en fait. En me mettant cette baffe, vous m'avez sauvé la vie. Donc si on est sur il faut être bien, je dois être un bon psychiatre et le juste acte, et parfois le juste acte n'est pas un bon acte d'un point de vue social. Le juste acte, c'est il est connecté à l'instant présent. Et que cette baffe, elle était valable à cet instant présent, elle n'aurait pas été valable 5 minutes avant et 5 minutes après, à l'instant T. Et ça se développe. Ça se développe avec la conscience. Quand je suis en conscience de moi-même, je suis connecté à quelque chose d'immédiat, d'hyper authentique et d'hyper instinctif et qui est toujours aligné. Et quand je suis connecté avec moi, je suis connecté à l'autre par rapport à cet endroit-là d'aligner. On n'est pas en train de réfléchir à si on est des bonnes personnes. On est en train d'échanger quelque chose et on est dans un circuit de dons et de recevoir qui est en constant échange. Et parfois, la juste parole n'est pas une bonne parole, le juste acte n'est pas un bon acte, la juste pensée n'est pas une bonne pensée. C'est celle qui est juste à l'instant T. Et ça se développe en fait. Ça se développe par sortir des conditionnements de ce qu'est une bonne personne, et nous sommes conditionnés à 85% minimum. Et donc ce qu'on fait ne vient pas d'un alignement, mais vient d'une réflexion et de être une bonne personne. Donc là, moi, ce que j'entends derrière, j'essaye d'être vigilante. En réalité, j'essaie de faire attention. Il y a quelque chose chez moi qui essaie de faire attention de rester une bonne personne. Par du principe que tu n'es pas une bonne personne, reconnecte-toi à qui tu es vraiment, et ça veut dire ce que je suis, qui est là dans l'instant présent, ce que je ressens, à quel endroit je suis là. Et si à l'endroit où je suis, qui est aligné, j'ai envie de dire à l'autre, tu vas fermer ta gueule, c'est parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui doit être dit. Mais ça demande de la supervision, ça demande des endroits et des lieux d'échange et des espaces pour les tester,
Et c'est ce qu'on fait pendant les stages, d'apprendre à être authentique. Et je suis là pour dire, là non, ça venait pas du bon endroit. Là, ça venait de tel et tel endroit. D'apprendre à se laisser être et voir ce qui se passe dans un espace sécurisé. Puis quand on se rend compte que ça marche mieux, que dans un espace sécurisé, quand je respecte mon intégrité, ceux des autres, ce qui se passe avec l'autre est magique. Après, on peut l'expérimenter dehors. Ça demande des espaces sacrés. C'est ce qu'on crée chez Amshaman, des espaces sacrés où on peut expérimenter la vérité d'être, l'authenticité d'être et se laisser aller pour être accueilli comme ça et pour pouvoir réaligner si à l'endroit où là, c'est pas aligné et pour qu'on puisse me le dire en fait. Et donc, c'est prendre des risques dans un espace sécurisé. S'il y en a qui se demandaient ce qu'on faisait dans les cercles, c'est ça. Il y a Eva qui me dit le triangle de Cartman, c'est épuisant. C'est le projet. Et si c'est épuisant, c'est peut-être que tu n'es pas à la bonne place et que tu te fais avoir à chaque fois. Le triangle de Cartman, c'est le triangle dramatique de Cartman, hein, parce que il faut quand même savoir que Cartman a modélisé les deux, le triangle dramatique, bourreau, victime, sauveur, et le triangle vertueux qui est protecteur, puissant et permissif, qui est la transmutation de l'autre côté, quand je suis dans la juste posture et que j'arrête d'être victime, que j'arrête d'être sauveur et que j'arrête d'être bourreau, c'est-à-dire que la victime devient puissante, le bourreau devient permissif et le sauveur devient protecteur. Pas du tout la même chose. C'est toujours le même jeu, en triangle, mais ce qui se joue dedans est vertueux. Voilà, on l'appelle le triangle vertueux. Donc celui qu'on appelle le triangle de Karman, on parle du triangle dramatique en réalité, et non pas du triangle vertueux. Donc le seul moyen de décider et de vouloir passer au triangle vertueux, c'est quand on en a marre et qu'on se rend compte que putain, le triangle dramatique, c'est épuisant. Et c'est surtout qu'on est on tourne en rond dans une bouteille. Hein. C'est toujours les mêmes joueurs, toujours les mêmes jeux. Enfin, à la fin, ouais, ça gave. Hein. Effectivement, c'est pour ça que j'ai créé le tilt, parce que moi, ça m'a gavé. Ça m'a tellement gavé, il faut que je trouve une solution rapidement et il faut que je trouve un truc qui permette de se résoudre ce truc facilement. Et ça passe par la responsabilité personnelle. Qu'est-ce qui est de ma responsabilité dans cette histoire? Je le prends et je le remets dans le game et je m'en sers et je le fais circuler en fait. Alors, on me dit que je suis absolument captivante. Merci. Alors, pour revenir à la vidéo de la semaine dernière où je disais pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à faire des vidéos à vous parler, c'est parce que effectivement on est venu un peu me rattraper par derrière en me disant tu prends pas ta responsabilité personnelle en passant les informations que tu as à passer, donc je prends ma responsabilité, je prends sur moi hein, parce que je déteste ça. J'adore faire de l'enseignement et de la transmission pendant les stages, mais alors là, c'est très compliqué pour moi quand les gens sont pas là directement et que je passe des informations comme ça, mais ça me fait... Merci la Terre d'Oméa, je ne sais pas comment tu t'appelles, je prends un immense plaisir à vous faire passer ces informations-là et avoir des échanges sur ces sujets-là, puis surtout la juste distance qui est tellement le centre, comment on dit, le centre gravitationnel de mon éthique en fait. Hein. C'est respecter la juste distance et faire respecter la juste distance. Des fois, il y a des couacs, et quand il y a des couacs, il faut réaligner. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, ça me permet moins de blocage dans le corps de prendre son émotion en charge soi-même. Ça permet d'éviter le blocage en fait, parce que quand je ne prends pas en charge une émotion, en réalité, quand je la mets dans le déni, je la mets en traitement ultérieur et au bout d'un moment, il y a des bouchons émotionnels et ça crée des cristallisations. Quand c'est très très cristallisé, ça fait des maladies. Il y a Alexandre qui était là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là, qui fait de la médecine chinoise, et en énergétique, on ne traite pas le symptôme, c'est trop tard. Une fois que c'est devenu de la pierre, on ne peut plus faire grand-chose. Il ne faut pas attendre les blocages, il ne faut pas attendre les bouchons. Dès que je prends en charge une émotion, j'évite qu'elle aille se stocker avec les autres. Et sachant que même si à partir de maintenant, vous prenez en charge toutes vos émotions, vous ne serez pas libéré parce que toutes celles que vous avez déjà mis en stock et qui sont encore en bouchon, elles sont là et vous n'avez pas fini de les traiter. Et c'est pour ça que je pratique avec le souffle et la transe. Le souffle et la transe sont un des outils, et pour moi c'est le seul, qui permettent de déboucher, d'évacuer des grosses quantités de surcharge émotionnelle et de vider les bouchons. Ça fait mal, hein.
ceux qui arrivent et qui ont beaucoup de bouchons, ils finissent en chicken wings, hein, ils finissent en tétanie parce que des bouchons énergétiques, quand l'énergie circule en spirale et quand elle rencontre un bouchon, elle continue à tourner. Et donc, si c'est bouché, le corps y suit. À un moment donné, on finit les bras comme ça, les mains comme ça. Il y a des tétanies pour ceux qui ont déjà fait de la transe. Voilà, c'est parce que l'énergie essaye de passer, puis au moment donné, ça lâche. Et hop, ça peut recirculer. Mais je connais, pour l'instant, il y a plein de pratiques pour entretenir la circulation et pour éviter les bouchons. Mais quand il y a déjà des bouchons pour dégager, moi, à part le souffle et la transe, je connais que ça. Et c'est pour ça que je m'évertue année après année, cycle après cycle, de mettre en place des lieux et des cercles pour qu'on puisse pratiquer et pour qu'on puisse venir déboucher. Donc, je suis déboucheuse et les cercles, c'est des toilettes publiques. On vient, on débouche et après on a plein d'outils. J'ai des tambours. Moi, pour une fois que c'est débouché, on traite, on transforme et on les rend à la terre et à l'énergie, quoi. Donc, effectivement, moins de blocage dans le corps de prendre son émotion, on charge immédiatement. Et si j'ai pas le temps, par exemple, il m'arrive un truc, je suis dans une situation, par exemple, je suis à la boulangerie, je suis au boulot, j'ai pas le temps de traiter l'émotion. Au lieu de faire ah, j'ai rien vu, je prends rendez-vous avec moi. Je dis bon, je t'ai vu, ok, pas de problème, on voit ça tout à l'heure. Et à telle heure, on donne un rendez-vous, tel jour à telle heure, le plus tôt possible, hein. Et à ce moment-là, on se retrouve, cette émotion, à cette heure. Et par contre, quand on donne rendez-vous à soi-même, on respecte toujours ses rendez-vous et ses engagements, quoi qu'il arrive, pour dire voilà, je suis là pour toi, je t'accueille. Donc souvent, c'est déjà fini. Une fois qu'on a fait ça, en réalité, on a fait le plus gros. Mais le principe de dire j'ai rien vu, j'ai rien ressenti, ça c'est, on met ça sous le tapis. J'ai pris l'image dimanche dernier pendant le stage de mettre sous le tapis. À la fin, le tapis, c'est une énorme bosse. Et il faut nettoyer de temps en temps. Il faut avoir un aspirateur, hein. Donc effectivement, la transe, ça permet de vider le tapis. Mais si on peut déjà commencer à arrêter de mettre sous le tapis, ça serait bien. Donc j'ai une émotion, je m'arrête. Je la prends, au moins je prends le temps de prendre conscience qu'elle est là. Au moins je prends le temps de me dire je t'ai vu. Ok, là t'es triste. Ok, on verra ça plus à l'heure parce que là je suis en train de faire un truc donc j'ai besoin de la joie pour faire ce que j'ai à faire. Mais on en reparle et vous avez accès à vos émotions de cette matière-là en réalité. C'est-à-dire c'est pas parce que la tristesse elle arrive que vous pouvez lui répondre tout de suite. Vous pouvez lui dire je t'ai vu. Mais là, je suis en train de faire un truc. Par exemple, je suis avec des enfants où j'ai besoin d'être dans la joie ou dans la paix. Tout à l'heure, je t'accueillerai, quoi. C'est largement possible si vous saviez à quel point c'est facile et possible, en fait. Donc, je vais continuer. Fabienne qui me dit, je vais penser à me faire des câlins face à mes moments de nostalgie. Ben oui, oui, oui. Ou alors d'aller voir quelqu'un en disant, écoute, est-ce que ça t'ennuie de me faire un câlin parce que là, je suis dans telle émotion et j'aimerais bien au travers de toi, m'offrir ce cadeau-là. De dire à quelqu'un, je me sers de toi pour ça. Parce que je peux vous assurer que vous vous servez des autres tout le temps. Nous sommes des manipulateurs hors pair, mais seulement on ne le dit pas. Bande de connards et de connasses que nous sommes. Je me sers de toi, mais je te le dis pas. Servez-vous des autres, mais dites-le. C'est-à-dire, est-ce que tu peux, j'ai besoin de me nourrir d'amour là. Est-ce que je peux me servir de toi? Est-ce que tu veux bien que je me fasse un câlin avec toi? Mais qui va vous refuser ça? Qui ne va pas vous être touché dans ses tripes au plus profond? Quelqu'un qui vient lui dire, est-ce que je peux t'embrasser, m'embrasser avec toi? Mais personne. Il faut être un psychopathe pour dire non, non, dégage, je ne veux pas te voir en fait. Donc je vous rassure, hein, il n'y en a pas tant que ça des psychopathes, il y en a, mais quand même beaucoup de gens qui sont, quand on va les chercher dans les tripes, qui s'y connectent. Et c'est à vous de vous connecter à vos tripes, alors de dire connecte-toi à tes tripes, je te rejoins après, connectez-vous à vos tripes, et je vous assure que vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gens qui rêvent que de ça, quoi. Connectez-vous à vos tripes et ayez les tripes de vous connecter à vos tripes. Ayez le courage de dire mais moi voilà on est des gens de tripes, et notre cerveau, les tripes c'est pas pour rien, c'est les neurones des intestinales qui sont je sais plus combien de fois plus nombreuses que les neurones de notre cerveau. Connectez-vous à vos tripes, elles savent mieux. Et je vous assure que plein de gens vont répondre présents à cet endroit-là. Et ceux qui veulent vraiment pas être présents, mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Qu'est-ce que vous faites en échange? Vous êtes dans une relation toxique, dans un échange toxique. Point là.
que chacun fasse sa vie, mais respectez votre intégrité, faites respecter votre intégrité, et c'est votre seule responsabilité, votre mission de vie. Votre mission de vie, à aucun moment, c'est de sauver les autres, hein. C'est d'être là pour vous, point à la ligne. En étant là pour vous, vous êtes là pour tout le monde, parce que vous prenez votre responsabilité, et vous n'êtes plus une charge pour le collectif. Si tout le monde avait conscience et se prenait en charge, il n'y aurait plus personne à la charge du collectif. Et donc on serait dans un ensemble vibratoire, d'un collectif ensemble, dans le soutien du collectif. Enfin, ça serait exponentiel. Arrêtez de vous occuper des besoins des autres, arrêtez de sauver les autres, embrassez-vous, et puis échangez ça avec l'autre. Je m'embrasse et je m'embrasse, et on s'embrasse en fait. C'est tout bête, mais ça marche bien. Est-ce normal de perdre ce fil de conscience quand on picole un coup? Ouais, carrément. Il y a d'autres trucs qui se mettent en jeu, ouais. Moi, j'ai mis très très longtemps avant de m'autoriser à reconsommer de l'alcool, le temps que justement ça soit fixe, que j'ai beaucoup plus d'ancrage dans cette conscience pour m'autoriser à pouvoir être un peu décalé. Et je déteste ça d'ailleurs. J'aime beaucoup le vin, mais je déteste la sensation de la perte de cette espèce de sensation de perte de conscience, et qu'il y a quelque chose d'autre qui prend les commandes. Donc, ça, évidemment, ça m'évite de dépasser la limite où je sens qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est mis aux commandes, et que celui-là, je ne sais pas qui c'est. C'est qui est là. Alors, en bouddhisme, en tout cas dans les enseignements que j'ai reçus, on dit qu'il y a 51 personnalités, personnages. Donc c'est comme si on était tous dans un bateau. Qui est aux commandes? Qui est à la barre? Et donc, si je ne sais pas qui est à la barre, c'est que c'est pas celui que je voudrais, quoi. Et donc le qui est là, c'est qui est à la barre du gouvernail, et où est-ce qu'on va, quoi. Donc effectivement, l'alcool, le capitaine est bourré, du coup c'est le mousse qui prend la barre, et il sait peut-être pas conduire, quoi. Donc quand le capitaine est bourré, on sait pas qui c'est qui va prendre la barre, puisque c'est normalement c'est son second. Mais est-ce qu'on a donné un deuxième à une deuxième des personnalités de notre psyché, hein, le rôle de second, si en cas où le capitaine est bourré? Peut-être c'est une solution, Nathalie. Je vais boire de l'alcool, mais je vais décider du second que je vais mettre, et dire bon, quand je commence à boire, le capitaine va être bourré, donc j'appelle le second pour que quand le capitaine soit bourré, il prenne la barre, quoi. Et donc qu'il me sécurise, et qu'il soit dont son unique objectif, c'est de me protéger, et de protéger les autres. C'est peut-être une solution, j'avais testé, parce que moi le capitaine ne perd jamais la barre, mais voilà, c'est peut-être une solution à voir. Vous me raconterez, vous testerez. Je donne le rôle à un second avant d'être bourré. Je dis bon, je te nomme second, et si jamais tu as la responsabilité de ramener le bateau à bon port, quoi. Voilà. Et celle qui me dit le soi parfaite remplacé par tu as le droit d'être qui tu es. Oui, c'est ça. C'est de toute façon, on a le droit d'être qui on est, hein. Ça, c'est une certitude. Mais on a le droit d'en assumer la pleine responsabilité, surtout. C'est-à-dire que ce que je suis, je le suis. Et si je nie que je suis quelqu'un de néfaste, j'ai le droit d'être quelqu'un de néfaste. Mais si je le nie, je laisse à l'autre la responsabilité de se protéger. Et ça, moyen. Donc oui, le soi parfaite, soit une bonne personne, tout ça, personne n'est parfait, ça n'existe pas. Personne n'est bon, ça n'existe pas. Mais par contre, nous avons la possibilité d'être juste, et d'être dans la justesse. Et ça se joue à chaque instant, dans l'instant présent. Je ne peux pas être juste hier, et je ne peux pas être juste demain. Je ne peux pas dire demain je serai juste. Ça, j'en sais rien. Est-ce que je suis juste maintenant? C'est la seule chose que je peux me poser comme question. Est-ce que je suis dans la juste position, dans la juste posture, dans la juste distance? Ça, je peux me poser cette question. Mais est-ce que je suis parfaite là? La réponse est de toute façon non. Parce que parfaite, c'est quoi la ref? Parfaite par rapport à qui, à quoi? Donc, il n'y a pas de ref. Donc, est-ce que je suis juste avec moi? Je suis la référence de la justesse, puisqu'il s'agit de moi. Je suis parfaite, c'est qui la ref?
par rapport à la perfection, que ce que vous considérez être la perfection, par exemple là dans le bouddhisme on va dire Bouddha, je ne suis pas parfaite par rapport à l'antonyme et l'antithèse de Bouddha, bah, je suis parfait. Tout dépend par rapport, c'est quoi la ref. Donc à partir du moment où je peux me poser la question c'est quoi la ref, et que je les connais pas en plus, bah du coup il y a risque pour moi quoi. Nathalie qui me dit merci, je reçois beaucoup de je reçois beaucoup de compliments, c'est gentil. Je n'ai jamais cette impression, hein. Moi, je suis emballée dans mon sujet là. Et d'ailleurs, j'ai décidé que les lives vont s'appeler les Mana part en live du mercredi. Parce que j'ai vraiment l'impression de partir en live à chaque fois, moi, mais au sens propre, au sens figuré du terme. Eva qui dit le desktop peut aller se rhabiller, ouais. Donc il y a Nadège qui dit je confirme l'évacuation émotionnelle pendant les pratiques et libératrices. C'est l'objectif. Hein. Si je me libère de mes bouchons, j'apprends à ne plus en faire des nouveaux. Ça s'appelle la liberté après, hein, mais effectivement c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Alors celui qui vous vend, lui dire bah comme ça tu vas être conscient. La conscience c'est comme ça. La psyché n'est pas capable de prendre conscience du jour au lendemain. Et si on prend l'exemple de mon iceberg, où le dessus, la partie émergée, c'est la conscience, la partie immergée, c'est le non-conscient. Ce qu'on fait dans les stages, c'est faire descendre le niveau de la mer pour qu'il y ait une partie plus importante qui soit à la lumière et qui soit dans la conscience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien sous l'eau. Hein. C'est juste que on essaye de faire en sorte que la partie émergée, il y ait plus de place et que vous puissiez avoir un territoire un peu plus vaste et un peu plus agréable. Parce que plus le niveau de la mer monte, plus votre espace intérieur diminue. Et quand le niveau de la mer il est là, vous êtes en burn-out, par exemple. Si vous n'êtes pas parti en HP ou si vous n'êtes pas au fond de votre lit à attendre qu'on vienne vous chercher, quoi. Nathalie qui me dit je suis déboucheuse. Oui, tous un peu tire la chasse. Fabienne qui me dit la prise de rendez-vous avec son émotion. Alors oui, c'est un des enseignements que j'ai reçu par Sœur Yaknib qui est vraiment un cadeau incroyable et tellement facile, tellement simple. Mais je vous assure que même quand on le sait, s'autoriser à se dire je prends rendez-vous, là je suis envahie par la tristesse, comme si et je ne peux rien faire, et si je t'ai vu, mais là tout de suite je suis en train de faire un truc et j'ai besoin d'être concentrée, on se voit après. Et là la tristesse, elle revient après, mais c'est pas je te mets dans le déni et je vais te mettre au fond de la cave et t'enfermer à double tour, parce que quand je l'enferme, elle grossit. Elle grossit, et elle envahit tout. Et c'est surtout, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir. Et pour tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé de vigilance, et c'est là qu'on devient vigilant. Parce qu'on a peur, parce qu'on sait qu'on a mis plein de trucs dans la cave et qu'on a peur qu'il se libère n'importe quand. Du coup, on devient vigilant. Donc oui, c'est fatigant. Donc sortez-les de la cave, tous les uns après les autres, et puis mettez-vous sur votre trône de souverain, comme dans les films, et chacun de vos sujets vont venir vous expliquer leurs problèmes et vous allez leur trouver une solution. Donc vous êtes souverain et vos émotions sont oui, alors moi j'en ai envie de te dire que si, et d'être à l'écoute de votre peuple intérieur en fait. Par exemple. Maureen qui me dit merci du fond du cœur pour ces mots pourtant répétés depuis des mois et des années qui prennent de plus en plus de sens. La pédagogie est affaire de répétition et il faut du temps pour apprendre à quelqu'un qui est entièrement libre, bizarrement. Je ne sais plus de qui est cette phrase, mais je la retrouverai. Si je la retrouve, je vous la donnerai. Mais effectivement, la pédagogie est affaire de répétition parce que vous n'êtes pas toujours prêt, on n'est pas toujours prêt à entendre les choses. Et quand on n'est pas prêt à les entendre, en fait, on ne les entend pas, tout simplement. Et qu'il faut les entendre de plein de manières différentes pour qu'on en ait une vision globale et que ça soit intégré. C'est pas le tout d'entendre, il faut intégrer. Et effectivement, le tilt, c'est la tactique d'intégration et de libération. Tant que c'est pas intégré dans le corps, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans le corps, ça reste dans les 15%. Il faut que ça ait envahi la globalité du dessous.
et que ça soit dans vos cellules. Si c'est pas dans vos cellules et que c'est là, bah, le premier truc, c'est oublier, quoi. Et on a 12 corps. Pour rappeler, euh, il y a quelque temps, j'ai vu quelqu'un qui me disait oui, je croyais que j'avais réglé ce problème et je suis encore confrontée à ce problème-là. Alors, je vais le redonner cette information. Si on reprend les 12 corps de Graf Durkheim, selon les 12 corps de Graf Durkheim, quand vous traitez quelque chose, un problème, une situation, un état, un trauma, vous le traitez à un niveau. On a 12 corps. Tant qu'ils ne sont pas traités dans les 12, c'est pas traité en fait. Donc 12 fois. Parce que la source de ce qui est là, on ne sait pas dans quel corps il est. Dans un desquels 12 corps. Et donc, bah, on les fait tous. On les regarde sous l'angle des 12 corps pour que, globalement, ça y est, on a compris le sujet. Donc, quelque chose, quand vous vous dites « Ah, ça y est, j'ai compris », dites-vous une chose, je l'ai compris dans un corps. Et qu'il y en a encore 11, ou 10, ou 9. Donc, déjà, vous êtes arrivé nulle part, on se calme, on se détend, et on prend l'orgueil, on le remet 2-3 étages en dessous. Je l'ai compris à un endroit. Ah, j'ai compris à un endroit. Et vous pouvez vous dire, ah, j'ai compris ce truc à un endroit, je sais pas lequel, mais à un endroit. Et ça veut pas dire que je l'ai compris partout. Ça veut pas dire que j'ai tous les angles de vue. Un angle de vue, 2 angles de vue, minimum, il y en a 12. Si on prend les principes de Graf Durkheim et des 12 corps de Graf Durkheim. Sinon, on a peut-être encore plus. Une expérience et une compréhension, elle se fait quand elle est quand elle est globale et qu'elle est générale. Si on part des 51 constructions du bouddhisme, dans 51 endroits, à 51 endroits, il faut que vous ayez compris le truc. Donc, ça fait du boulot, hein, ça fait du temps. Qui de vous a compris? Combien de personnalités a compris? Et si on se dit, chacune des personnalités a 12 corps, vous comprenez que ce que vous pensez avoir compris, vous l'avez jamais compris en fait. C'est à des niveaux, mais c'est pas pour autant qu'on doit rester non conscient. Bah, si je peux, à 2 corps, 3 corps, ça sera toujours ça de gagner plutôt que 0 en fait. Donc le principe de manque d'humilité, je suis arrivé, ceux qui vous disent, ah mais moi, je suis un être supérieur qui a tout compris, vous pouvez rigoler. Dire oui, oui, t'as compris? À quel corps? Dans quel corps? À quel endroit? À quel endroit t'es supérieur? Par rapport à quelle référence? Il y a plein de questions. Et vous, ça vous permet de vous dire, non mais enfin, ça va quoi. Bon, bah, j'ai compris en un corps, j'ai compris dans un des personnalités, il y en a encore 50, j'ai compris dans un corps, il y en a encore 11, donc ben, on se détend, et puis ben, on vit les expériences, et puis j'ai recompris à un autre endroit, trop génial. On se détend. Ça reste que la vie et que c'est l'expérience de la vie, elle est là pour que justement on intègre les trucs. Donc l'expérience de la vie, au cas où il y en a qui se diraient que c'est pour devenir une bonne personne, non. C'est pour expérimenter la vie. La vie sert à expérimenter la vie, hein, pas plus que ça. Et du coup, bah, justement, de comprendre à d'autres endroits et d'autres niveaux, quoi. Donc Nathalie qui me dit, on l'entend de manière différente à chaque fois, c'est comme Titanic, plus tu le regardes, plus tu perçois des subtilités. Oui, voilà, c'est ça. Mais quoi que vous regardiez, hein, quand vous regardez quelque chose, en fait, vous le regardez à combien de pourcents? À 15%, vous voyez, 15%. Et 15%, là, j'assure que je suis ambitieuse, hein. Là, franchement, je suis optimiste. Parce que quand c'est 5%. Merci Mélanie. Donc Mélanie me dit que elle voit les cercles comme un reminder par rapport au stage. Effectivement, les lives, ça permet de réactiver des choses. Je m'en rends compte, hein. Excusez-moi, j'étais un peu longue à la détente. J'avais compris ça sur un corps ou 2 corps. Donc il y a peut-être mon corps de compréhension à 30 qui se dit bon, j'ai l'impression de répéter constamment que l'eau ça mouille, parce que je peux vous assurer que c'est pour ça que je le fais pas, parce que je me dis mais je vais pas parler de ça quoi, parce que moi j'ai l'impression de dire que l'eau ça mouille, que le feu ça brûle et que le soleil c'est lumineux. Donc forcément j'ai pas envie d'en parler, parce que je me dis bah je vais pas leur dire que l'eau ça mouille quand même. Bah si l'eau ça mouille. Donc la juste distance c'est primordial. Et la juste distance, c'est la distance dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité et dans le respect de votre intégrité psychologique, émotionnelle et physique fondamentale. Nathalie qui me dit le cap et qui revient sur le capitaine est bourré, je vais négocier avec un second. Tu me raconteras, Nathalie, hein, t'essayes le truc et tu me dis si ça marche. Moi, j'ai jamais testé.
Estelle qui me dit: «Je suis capitaine de mon navire, mais c'est l'heure de l'apéro». Salut Estelle. Bah, tu me diras, donne les commandes au second avant de boire et puis, et tu me diras si ça s'est bien passé. Bonsoir Laura, je sais pas à quel endroit tu es rentrée. Le live sera en replay de toute façon, on va prendre l'habitude de le mettre en replay. Normalement, je vais essayer de pouvoir le mettre sur YouTube aussi, pour qu'il soit visible ailleurs que sur Instagram, mais moi et la technologie, ben, c'est pareil, j'ai des choses à intégrer encore, hein. Eva qui me dit: «Humilité, 10 000 ouais, ouais, 10 000, 100 000, redescendons, redescendons». C'est amusant comme à quel point, s'autoriser à être puissant et grand et et totalement créatif nous demande en parallèle d'être encore plus humble. Ça va dans les 2 sens. L'évolution, personnelle, l'évolution de conscience, c'est pas un truc qui part de là et qui monte. C'est un système je crois, en double spirale. Une qui monte et une qui descend. Plus je vais descendre profond à l'intérieur de moi, plus je vais descendre profond à l'intérieur de mon iceberg, à connaître ce que je suis et à intégrer les choses profondément, plus je vais pouvoir monter en conscience. Et c'est pas juste je reste là et je monte. ça, ça c'est la projection en fait. Les gens qui pensent ça, en fait, ils sont pas montés. Ils ont créé un espèce d'avatar qui pense il a quitté le sol et il est parti dans les sphères supérieures. En prétendant être un être supérieur qui sait mieux que tout le monde. C'est une spirale inversée. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle les pyramides ou le Merkaba, ou je sais plus, il y a un truc qui parle de ça. Je ne suis pas du tout initiée à ce genre de choses-là, mais moi, pour moi, en termes de visualisation, c'est une sphère une spirale énergétique qui descend dans les profondeurs et qui permet en même temps d'avoir l'évolution en spirale de l'autre côté. Donc, plus je monte, plus je dois sentir l'humilité m'habiter, parce que plus je monte, plus je prends de la hauteur, plus je me rends compte du boulot, quoi. Et plus je me rends compte de l'ampleur des choses à intégrer. Donc, si je me rends pas plus compte des choses à intégrer, c'est que je suis pas en train de monter. Je suis en train de fumer. et que je me raconte des trucs et je suis dans le fantasme, en fait. Ça, c'est une certitude. Tandis qu'il y être la meilleure version de soi-même se réfère à être à la juste distance de soi. Ça dépend ce qu'il y a derrière la meilleure version de soi. La meilleure version de soi, c'est justement, pour moi, c'est pas un truc qui monte, c'est un truc qui se développe, qui s'agrandit. C'est-à-dire il y a la meilleure version de ce petit truc, et puis après, cette meilleure version de ce petit truc peut s'expanser, en fait. Donc là, je dirais plus la plus grande version de moi, plutôt que la meilleure. Parce que là, ça c'est judéo-chrétien. Le bon et le mauvais, la meilleure version, je crois. Derrière, derrière, il doit y avoir la culture judéo-chrétienne ou en tout cas les conditionnements qui parlent c'est ça que j'entends derrière. Donc je dirais plutôt la plus grande version de moi, la plus vaste version de moi, la plus immense version de moi, et non pas la meilleure, si on peut sortir de là. Et ça, oui, la juste distance, vous voyez bien que si on parle d'expansion, donc moi je fais pas de l'accompagnement à l'évolution de soi, mais à l'expansion de soi. On va peut-être réaligner. Effectivement, plus je m'expanse, plus ce que je suis peut s'exprimer, plus j'ai besoin de place. Du coup, de distance. C'est-à-dire que si je suis trop proche des autres, j'ai pas la place d'être moi-même. Et que l'autre, le 1 plus 1 égale 3. Le 1 plus 1 égale pas 1. Ça, c'est une énorme accident. Le 1 plus 1 crée un troisième être qui est la somme des deux. Et qui est à part entière, qui n'enlève pas la part de elle, ni la part de elle, qui crée un autre truc à partir de ces deux. Et donc, l'expansion de soi, plus que donc la plus grande version de soi plutôt que la meilleure. Et ça, forcément, par la plus grande version de moi, obligatoirement, il y a la juste distance qui s'impose d'elle-même. Pour ceux qui sont formés au Reiki avec moi ou qui m'en ont déjà entendu parler, c'est habiter le maître. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent.
Et donc on me dit, je suis à à l'apéro, je forme mon second, c'est à Babar qui chante les plus forts. Ok. Donc Nathalie qui me dit cette spirale dont tu parles, j'ai loupé une info. Je ne sais pas quelle heure est-il. Je vais regarder l'heure qu'il est pour savoir si c'est la fin de ce live. Ah oui, il est tard. Donc 19h42. Merci Maureen. Oui, il est tard. On a commencé à 18h30. Oh, je suis une pipelette. C'est horrible. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on va se dire au revoir. Et en tout cas, merci parce que du coup, il y avait du monde en fait. Donc, ça sera en replay. Merci de votre présence. J'espère que je vous ai donné des informations qui étaient intéressantes. Est-ce qu'il y a une dernière question? C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. De rien, Eva. Je vais essayer d'être plus présente euh, pour parler de ces sujets passionnants auxquels on est confronté et qu'on expérimente au sein d'un chaman. On expérimente énormément de processus d'expansion de conscience. Donc, je rappelle que Amshaman, c'est l'académie de trans et métaconscience et que l'objectif, c'est l'expansion de conscience. Et qui dit expansion de conscience, c'est pas une transformation, c'est pas une guérison, c'est effectivement, on part de là et on expanse. Et que quand on expanse, ben, on accède à d'autres plans. Plus on expanse, on s'expanse dans les plans en fait. Donc, quand j'accède à d'autres plans, on parle des plans qui sont dans l'invisible. Plus j'accède à des plans, plus j'accède à des informations plus importantes. Et donc, plus la capacité à être aligné et à être conscient des plans, parce que si j'ouvre les plans et que je reste dans l'inconscience, c'est vite le bordel. Donc, l'idée, c'est l'expansion de conscience. C'est la capacité de ma conscience à intégrer des plans plus grands et donc c'est une histoire de bande passante. On ouvre la bande passante, on augmente la bande passante, ce qui est mon cas. Moi, j'ai une bande passante qui est plus importante que la majorité des gens. C'est pour ça que je suis à ma place. Sinon, je ferais autre chose de ma vie. Hein. Mais je l'enseigne en fait. Ça prend. C'est complexe parce que c'est comme si on prenait le cerveau et qu'on l'agrandissait, hein, et que là où vous traitiez avant, je sais pas, 2000 bits d'information seconde, vous en traitez 2500 bits d'information seconde en plus, c'est énorme. Et votre cerveau doit s'adapter. Donc, je prends ça pour exemple pour les personnes qui ont commencé là sur le cycle et qui ont commencé au dernier stage à l'apprentissage de la métaconscience. L'impact, il est vraiment important, c'est-à-dire que ça impacte dans la psyché, il y a des rêves derrière, il y a c'est comme si on ouvrait les yeux plus grands, hein, et les yeux de la tête. Et donc, le corps entier doit s'adapter. Le système entier doit s'adapter, et il y a des choses qui étaient là qui peuvent plus être là parce que ça prend la place. Et l'expansion de conscience, c'est ce qui se passe quand on prend des psychotropes. Hein, bah, à un moment donné, il y a des choses qui doivent dégager parce que ça prend la place. Donc là, nous, on le fait de manière naturelle, c'est-à-dire par la conscience, par le souffle et par la transe, mais c'est quand même un processus physiologique en dehors d'être un concept. C'est quand même physiologique. Et donc, les temps d'intégration, c'est le temps que le cerveau s'adapte à sa capacité d'intégrer des nouvelles informations dans le temps réel, donc d'agrandir la bande passante. C'est comme si on passe de la VHS et qu'on augmente le débit en fait. On augmente le débit de traitement. Et donc ça demande des processeurs plus grands. C'est loin d'être anodin. Hein. C'est loin d'être anodin et ça demande un ancrage très très sérieux quoi. Donc, pour ceux qui voudraient nous rejoindre, l'expansion de conscience, c'est physiologique en dehors d'être un concept. Donc, il faut être prêt. Et pourquoi je le fais? Et oui, ça a d'immenses avantages. Hein. Et puis, c'est surtout prendre la responsabilité de traiter des informations et de ne pas laisser l'inconscient collectif continuer à faire du grand n'importe quoi. Mais donc, c'est réservé aux personnes qui ont envie de s'engager sur cette voie-là
et qui sont prêts en fait, hein, et qui ont l'espace et le temps de le faire aussi, quoi, et les ressources suffisantes. Effectivement, je traite pas, on fait pas de la thérapie de groupe en fait dans les stages, hein. On fait de l'expansion de conscience. Très, très différent. Donc, des problématiques thérapeutiques, vous allez les traiter autre part. Et les personnes qui sont avec moi, qui font les processus d'expansion de conscience, ça révèle des problématiques thérapeutiques qui ont besoin d'être accompagnées par des professionnels, allez voir des professionnels. Et je le dis et je le répète, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas psychiatre. Donc moi, j'œuvre sur l'expansion de conscience. Donc s'il y a des choses qui déclenchent, que vous avez besoin de traiter, allez voir des professionnels dont c'est l'expertise. Bah, évidemment, j'ai des connaissances, évidemment, je sais traiter certaines choses, mais mon expertise, c'est l'expansion de conscience. Ça n'est pas le traitement des psychoses. Excusez-moi, même si j'ai accompagné des gens, j'ai traité des agoraphobies, j'ai traité des choses comme ça, mais par l'expansion de conscience, par le réalignement, par la posture, pas par le traitement en fait. Et parfois, il faut être accompagné. En plus de ce qu'on fait, moi je l'ai fait, moi-même quand j'ai été dans mes processus d'expansion de conscience, je l'ai fait, je me suis fait accompagner. Je ne faisais pas que des pratiques d'expansion de conscience, je me suis fait accompagner pour que la partie émergée, les 15% de conscience sociale, soit pris en charge aussi, quoi. Et qu'on ne soit pas que dans le traitement du fond. Eva qui me dit VHS, Blu-ray HD. Donc Alexandra, ah oui, Alexandra qui est à San Francisco, c'est notre capitaine. Ah mais c'est trop génial de savoir que tu nous regardes de San Francisco. Bonne journée à toi, capitaine, c'est trop cool. Et puis bah, à très bientôt. Trop génial. Alors, bon, Flore qui me dit bande son des entraînements de Rocky pour le prochain stage. Oui, ah très bonne idée, j'aime bien. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Prochain stage, c'est l'ITA. Donc l'ITA, c'est les génies du ciel, le chakra de la gorge. Donc évidemment, l'expression de soi, on est en plein dedans. L'expression de je fais respecter mon intégrité, je fais respecter la juste distance, je suis capable d'exprimer mes besoins. Donc c'est l'ITA, c'est le solstice d'été, donc plein feu. Et l'équipe, nous derrière, on part sur Essaouira, sur la masterclass de Tilt. Si jamais il y a des gens qui voudraient nous rejoindre sur la masterclass de Tilt pendant le festival Gnawa et Essaouira. Donc le Gnawa, c'est la tradition dans laquelle je viens, qui est la tradition trans extraordinaire. Donc le festival Gnawa d'Essaouira, c'est du 22 au 24 juin, en plein pendant le solstice d'été. Et donc nous, pendant ce temps-là, pendant cette période, je fais une masterclass de Tilt, donc la tactique d'intégration et de libération transversale, qui est un très très bon outil pour apprendre à se diriger dans la vie et savoir où on va et prendre des décisions alignées avec l'inconscient. Donc c'est le matin on fait le tilt et puis l'après-midi c'est un peu libre et le soir il y a les concerts et les cérémonies Gnawa dans toute la ville, donc avec un programme extraordinaire. Et pour ceux qui connaissent, je ne sais pas quel jour c'est, mais en tout cas il y a Selassou au festival des Essaouira, ce qui est complètement extraordinaire. Voilà, donc pour ceux qui on est en train, c'est les derniers jours, c'est les dernières heures, je crois que on boucle les logements sur place vendredi, je crois. Donc s'il y en a qui tiens j'ai rien à faire, ou alors vous êtes à Essaouira pendant ce temps-là, on fait une masterclass donc à Douarnoujoum qui est un espace magique qui est à quelques kilomètres de Essaouira. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et puis, donc, on se retrouve en live peut-être la semaine prochaine. Ça va dépendre. Et puis, si vous avez envie d'expérimenter le tilt, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi pour soit une vision de 35 minutes, soit un processus complet qui dure 2h30. Eva me demande quand est-ce qu'on bascule dans l'énergie de l'ITA. On est en train là. C'est cette semaine en fait. À partir de ce week-end, on bascule. Là, nous avons dit au revoir au génie de la mer dimanche.
C'est la première fois dans le cycle où les génies de la mer sont aussi présents pendant une période aussi longue, c'est-à-dire vraiment, ils ont été avec nous du 16 avril au 14 mai, ils ont été là tout le temps, ils ont été hyper présents, donc on leur a dit au revoir avec un soin en fin de journée qui était magique, dont nous avons l'enregistrement d'ailleurs. Donc peut-être qu'on on vous en fera cadeau sur le site de pouvoir, profiter de ce magnifique dernier voyage. Ils nous ont vraiment accompagnés jusqu'à la porte. Vraiment, ils nous ont raccompagnés jusqu'à la porte des génies du ciel. C'était vraiment magique et c'était un vrai bonheur de pratiquer pendant un mois avec les énergies des génies de la mer. Et oui, Eva, c'est pour ça que tu n'as plus envie de porter ton chèche bleu foncé parce que on leur a dit au revoir dimanche. Et c'était très 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 beau. Merci Flore pour le partage du lien pour aller voir pour la masterclass à Essaouira. Voilà. Donc, je vous dis au revoir. Du coup, je vous dis bonne soirée. Et puis, si jamais il y a des questions, vous pouvez passer par Insta. Hein, vous pouvez passer par le comment ça s'appelle par le process de message d'Instagram. Vous pouvez nous envoyer directement des messages et je répondrai s'il y a des questions. Et puis, si vous voulez vous inscrire, il reste des places pour le stage de Lita. Et puis après, il y a des stages. Le prochain stage, après, sera en juillet. Et on est le 3-4 juin à Lyon pour donc une journée d'initiation le dimanche. Et des rencontres découvertes, une conférence et des ateliers le samedi après-midi. Donc on est à l'extérieur, on pourra faire un pique-nique et un barbecue. Donc si vous avez envie de nous joindre, c'est sur le blog. Vous avez toutes les informations sur le blog. Et puis Maureen se fait un plaisir de vous partager toutes les informations pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé